C'était un petit peu le fruit du hasard parce que nous avons reçu dans une clé USB par courrier et dans cette clé il y avait un nombre considérable de documents. Quand il est sorti le livre, effectivement, sur Qatar Papers, a dit oui, mais c'est dérisoire par rapport au soutien qu'on peut apporter le Maroc, l'Algérie, etc. Mais attention, les frères musulmans, ils ne sont pas très nombreux. Et encore une fois, on prend l'élite. Simplement, ces 1000, 2000 dirigent des associations où la majorité des gens ne sont pas dans la confrérie. على عكس ما يقال بأن الإخوان المسلمين هم معتدلين إلى آخره، أنا أظن بأن حركة الإخوان المسلمين هي أصل الداء وهي الأصولية. Qatar, d'accompagner ces révolutions qui ont été récupérées par les frères musulmans, de les encourager et maintenant le Qatar paye un petit peu le prix de son aventurisme. Dieu a scellé leur cœur. Salim. Et qu'est-ce que c'est Salim? Qui n'a pas été détérioré. Les frères musulmans sont les héritiers de Hassan el-Banna, qui a été le créateur de cette mouvance. Et ils sont aujourd'hui présents, comme vous le savez, aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Égypte, qu'en Syrie, qu'en Tunisie, évidemment, qu'en Libye, et puis en Turquie avec l'AKP. L'échec de l'Égypte de Mohamed Morsi a signé l'échec de l'islam politique. Le premier qui s'est rendu non seulement en Europe, mais qui a joué un rôle véritable, c'est le gendre d'Hassan el-Banna, c'est Saïd Ramadan, qui a épousé la fille aînée d'Hassan el-Banna et qui est d'abord, si s'est enfui d'Égypte, s'est enfui en Syrie. Et quand la Syrie s'est mariée, disons, avec l'Égypte, il a été obligé de fuir à nouveau et il s'est installé effectivement à Genève. L'argent finalement passe assez facilement. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, ce qu'on découvre, et ce qui nous a surpris, c'est que le Qatar, évidemment, depuis 10 ans, ne finance pas simplement le PSG ou le Printemps ou Total, mais finance aussi des projets religieux. Et c'est vrai que c'était un peu surprenant dans la mesure où le Qatar a toujours dit, nous, on n'investit pas dans le religieux, c'est pas notre priorité, enfin c'est pas notre domaine. Or on s'aperçoit, grâce aux papers, enfin aux papiers qu'on a obtenus, là il y a un vrai projet quoi, qui est entre le Qatar Charity, donc l'ONG qui est un petit peu l'instrument de ce prosélytisme, qui se branche sur les réseaux des frères musulmans en Europe. Et ça évidemment, c'était un peu une surprise pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas. إخواني فرنسي اسمه محمد اللويزي كان قياديا في الجماعة، ومنذ 3 سنوات خرج وكتب كتابا تحدث فيه قائلا بأن الإيديولوجيا الإخوانية من الداخل كما خبرها إيديولوجيا داعش نفس الشيء، وهو الآن في صراع كبير مع جماعة الإخوان في فرنسا.
d'une ONG traditionnelle qui fait de l'aide humanitaire dans de très nombreux pays. Qatar Charity est présente dans 70 pays. Et puis il y a un visage un peu moins connu qui concerne les aides pour des projets qui concernent un prosélytisme religieux, d'aide à un certain nombre d'associations en Europe, mais aussi en Afrique et ailleurs en Asie, d'associations qui sont proches de la mouvance frères musulmane. Et donc c'est cet aspect-là qui est moins connu, mais qui est important parce qu'il y a un véritable système d'aide qui est mis en place. On l'a bien décortiqué dans notre livre Qatar Papers, où il y a un système de demande, de réponse, de conditions qui sont posées par Qatar Charity avant de donner de l'argent. Et donc c'est un système en Europe quand même. Il y a plus d'une quinzaine de pays qui sont concernés par 150 projets qui ont été financés par Qatar Charity, au profit, dans la très grande majorité des cas, d'associations islamiques proches des frères musulmans. Qui est beaucoup moins connu, c'est une ONG qui fait aussi du prosélytisme via un programme qui s'appelle El Reis, qui en fait est un programme pour construire des centres islamiques en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et aussi en Europe, à peu près 140 centres en Europe. Donc là, on est dans une ONG qui fait comment dire, deux choses, de l'humanitaire et du religieux. طبيعي جدا أن تستقبل جماعة الإخوان المسلمين إلى آخره وتستعملهم كذراع قطرية في الخارج. ونحن نعرف بأن المال القطري زائد الدهاء والخبث الإخواني يحاول بكل الطرق أن يعزل الجالية العربية الإسلامية في أوروبا وأن يجعلها تتقوقع على نفسها وأن تصنع مجتمعا موازيا معاديا لثقافة البلد المستضيف. وتضرب هذه الحركة هذه الأخوان يضربون ثلاث عناصر في المجتمعات الأوروبية، وهي ضرب الفردية. يضربون كل ما هو فردي، يحاولون أن يجعلوا العربي المسلم المقيم في أوروبا كرعية. Il y a un livre qui a été en anglais mais qui n'a pas été traduit en français qui parle de l'étoile de mer et de l'araignée. Ils décrivent les frères musulmans, donc une araignée dans la mesure où à la tête des frères musulmans, vous aviez un dirigeant qui était égyptien et donc c'est une araignée. Et l'araignée, quand on l'écrase, on l'a écrasée. Tandis que la nouvelle conception et qui vient effectivement du Qatar, c'est l'étoile de mer. L'étoile de mer, il y a plusieurs branches et quand on coupe une branche, elle repousse. Et il y a d'autres branches. Voilà, la différence, elle est fondamentale, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, on imagine, il n'y a plus un chef, il n'y a plus un vieux barbon en Égypte qui a 85 ans et qui décide de tout. Non, c'est plus vrai. On forme des tas de jeunes discrets qui reviennent ensuite, qui vivent en Occident et qui se manifestent pas comme frères musulmans. Vous n'en verrez aucun qui vous dira qu'il est frère musulman. Tariq Ramadan n'a jamais dit qu'il était frère musulman. Les Britanniques l'ont vu bien avant les Français. Alors, c'est toujours difficile de trouver, j'allais dire, le tampon aux frères musulmans. Parce que quand vous allez voir les gens, nous on a souvent posé la question, est-ce que vous êtes frères musulmans? Ils nous répondent, on est tous frères.
Bon, d'accord, on est tous frères. Simplement, c'est pour ça que parfois on emploie le terme de néo-frères musulmans. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément la carte du parti, hein, de l'Organisation internationale des frères musulmans, mais qui sont dans l'idéologie, qui sont dans la filiation religieuse. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un écran de fumée. Par exemple, Tariq Ramadan, il a toujours dit « je ne suis pas frère musulman ». Et pourtant, il est bien dans la tradition, dans la filiation idéologique, religieuse des frères musulmans. Donc voilà, donc c'est pas évident de dire c'est frères musulmans. Il y a, comment dire, des éléments, hein. Il suffit par exemple d'aller voir des bibliothèques, hein, de voir quels bouquins sont sur les rayons. Quand on voit Saïd Qutb, le Cheikh Qaradawi et d'autres, Hassan el-Banna sur les rayonnages, on se dit ça donne un indice. Hein. Mais on sent que nous, ce qu'on a découvert, c'est que ces gens, ces organisations, hein, qui sont reliées entre elles, l'UIOF, qui est aussi reliée à la foi, la Fédération des organisations islamiques d'Europe, qui est aussi reliée à le centre de la fatwa à Dublin, qui est présidé par le Cheikh Qaradawi. Donc tout ça, ça s'entremêle. C'est-à-dire que c'est pas forcément, comment dire, avec un tampon et une signature, mais j'allais dire c'est un écosystème. Et peu importe, c'est l'organisation Frères Musulmans ou pas. En tout cas, c'est dans la nébuleuse des Frères Musulmans. Encore une fois, qui a plusieurs visages, hein, qui a un visage officiel, bon, qui est né en Égypte, qui a une organisation clandestine, hein, et qui a des personnalités qui sont un petit peu partout. Ce qu'on rappelle dans le livre, c'est que les Frères Musulmans en Europe, c'est une organisation d'élite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, 1000 personnes en France, quelques milliers en Europe, mais ce sont des gens très influents qui occupent des fonctions particulières dans des associations, dans des municipalités, à l'université, qui sont ingénieurs, docteurs, donc qui influencent les autres. C'est complexe, on peut pas, il n'y a pas de lien. Il peut y avoir des connexions, mais il n'y a pas de lien. Je veux dire, les frères musulmans n'ont jamais défendu Al-Qaïda, même si les responsables d'Al-Qaïda viennent des frères musulmans, et de la même façon de l'État islamique. Ils ne soutiennent pas l'État islamique. Encore une fois, c'est parce que c'est contre-productif. Ça ne rend pas sympathique le monde musulman quand on pose des bombes. Donc ils sont opposés à cela, je veux dire. En plus, ce sont des gens qui sont très 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 patients. Donc ils pensent que ça prendra des dizaines d'années de conquérir petit à petit le monde occidental. Alors Mulhouse, c'est assez clair parce que c'est ce que nous ont dit les responsables de la mosquée à Nour, hein, c'est que c'est une zone qui est considérée comme stratégique parce qu'elle est aux 3 frontières limitrophes de l'Allemagne et de la Suisse et de la France. Et donc rayonnant sur un bassin de population musulmane de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense Mulhouse a été choisi. Il y a aussi la caractéristique de la particularité de Mulhouse, qui est que Mulhouse, comme vous le savez, fait partie de la région d'Alsace, Lorraine, et dans cette région Alsace, eh bien, il y a ce qu'on appelle le concordat qui est encore en vigueur, et contrairement aux autres régions de France, eh bien, l'État peut financer des mosquées ou des églises. Et donc à Mulhouse, pour ce projet à Nour, eh bien, la mairie de Mulhouse a donné à plusieurs reprises 2 fois 235 000 € à l'association qui gère cette mosquée. Et puis en Suisse, vous avez eu cette fameuse bande El Taqwa, qui a été la banque de l'islamisme, hein, qui avait été montrée du doigt par George Bush au moment des attentats de 2001. Et vous avez le fameux Youssef Nada, qui est un peu le banquier de l'islamisme en Europe, qui est toujours d'ailleurs à Campione d'Italia, qui est une petite enclave italienne sur le lac de Lugano, que j'ai rencontré, hein, et qui est finalement ce financier qui pendant des années a arrosé les réseaux islamistes en Europe. Alors il avait été accusé de terrorisme, et ça a été lâché par la Suisse, il n'y a pas eu de suite, mais on sait que la banque Taqwa, maintenant qui n'existe plus, était quand même l'organe financier qui finançait les frères musulmans en Europe. Ben, c'est un petit peu le fruit du hasard parce que nous avons reçu dans une clé USB
par courrier, et dans cette clé, il y avait un nombre considérable de documents internes à Qatar Charity, à la fois des courriers qui étaient adressés par Qatar Charity aux associations qui demandaient de l'argent, des courriers de ces associations qui justement demandaient de l'argent, et puis il y avait des chèques, il y avait des virements bancaires, il y avait des centaines de documents, du matériau brut qui nous ont quand même surpris parce qu'on a vu se dessiner sous nos yeux un vaste réseau de financement, 140, 150 projets pour l'Europe, plus de 100 millions d'euros sur 5-6 ans, une petite dizaine d'années, si on veut être assez large. Ça montre quand même qu'il y a eu, de la part de Qatar Charity et du Qatar derrière, une volonté de mettre l'accent, d'accentuer les efforts en vue de peser sur l'islam d'Europe. Le Qatar Charity veut être un opérateur sur le marché européen de l'islam, comme le sont les pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie, mais aussi l'Arabie Saoudite et dernièrement la Turquie. Je crois que pendant longtemps, on a fermé les yeux, surtout quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, sur le Qatar. Donc il ne fallait pas... C'était des gentils, voilà. Alors les services de renseignement, je crois qu'ils étaient quand même un peu plus... ils se sont aperçus depuis longtemps. Mais encore une fois, un service de renseignement, ce sont des fonctionnaires. Ce ne sont pas eux qui décident. Ils informent, ils disent voilà ce qui se passe. Ensuite, au pouvoir de faire ce qu'il veut des informations qu'il a. Mais effectivement, c'est assez récent qu'on s'aperçoit que le Qatar joue un rôle majeur, alors qu'il a joué un rôle majeur depuis qu'il y a Al Jazeera. Et les associations islamiques françaises, l'EIF, par exemple, elle n'est pas du tout un foyer de djihadistes. Simplement, il y a, on le sait, à travers l'histoire, des porosités, des passerelles entre la mouvance frères musulmane et la mouvance djihadiste. Oussama Ben Laden a commencé chez les frères musulmans, Ayman al-Zawahiri aussi. Donc il peut y avoir des dérives. On l'a constaté en France, à Mulhouse, où il y a une fille qui était membre de cette association qui gère cette mosquée de Mulhouse, qui est le plus grand projet d'aide de Qatar Charity en Europe, et qui a basculé dans le djihadisme. Il y en a eu aussi certains qui sont passés à l'Institut de formation des imams à côté de Château-Chinon. Donc il y a des passerelles, mais ce serait exagéré de dire il faut que la mouvance frères musulmane est une mouvance qui est un laboratoire du djihad. Alors je crois qu'en France on parle beaucoup du Qatar, que globalement les Français n'ont pas une très bonne opinion du Qatar, et que par conséquent le Qatar ne jouera pas très longtemps un rôle important dans la vie politique ou économique de la France. En réalité, moi ce que je remarque, c'est qu'il y a à la base de cette suractivité du Qatar, à savoir le terrorisme d'État. Alors, le terrorisme d'État, qu'est-ce que c'est? C'est la mise à disposition de l'État d'un appareil répressif qui évidemment ne connaît aucune espèce de barrière, aucune espèce de limite, aucune espèce d'équilibre, et qui peut agir très librement. Alors, en réalité, pourquoi parler de terrorisme? Parce que les activités de ces services sont tout à fait comparables et même amplifiées par rapport à celles des plus grandes organisations terroristes connues. Moi, je ne suis plus dans les dossiers, je ne suis plus dans les affaires, donc ce dont vous me parlez illustre parfaitement la grande nocivité, la grande nuisance de ce terrorisme d'État. L'Institut qui forme les imams de France et d'Europe, qui a été fondé par les frères musulmans, ils ne s'en cachent pas. On a vu l'ancien directeur Zouher Mahmoud qui a dit « moi je suis frère musulman et c'est une organisation frères musulmans ». Eh bien là il y a des valises qui sont passées de la Suisse à Château-Chinon. Ça a été documenté par les services de renseignement. Donc les services de renseignement savent des choses, ils ne savent pas tout. Nous dans le livre on fait la cartographie et donc on a une image plus nette
des ramifications dans toute l'Europe, parce qu'encore une fois, on ne s'occupe pas simplement de la France et de la Suisse, on s'occupe de la Norvège, de la Suède, de l'Ukraine, de la Pologne, et quand on regarde toute la carte, c'est impressionnant. Encore une fois, c'est 140 projets dans toute l'Europe. Et c'est vrai que c'était un peu surprenant dans la mesure où le Qatar a toujours dit, nous, on n'investit pas dans le religieux, c'est pas notre priorité, enfin c'est pas notre domaine. Or on s'aperçoit, grâce aux papers, enfin aux papiers qu'on a obtenus, là il y a une vraie, comment dire, un vrai projet quoi, qui est entre le Qatar Charity, donc l'ONG qui est un petit peu l'instrument de ce prosélytisme, qui se branche sur les réseaux des frères musulmans en Europe. Et ça, évidemment, c'était un peu une surprise pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas. الإخوان المسلمين بصفة عامة وخاصة الآن يسمون في فرنسا أو فرعهم في فرنسا هو يسمون بمسلمي فرنسا حاولوا أن يحولوا المسلمون إلى إسلاميين ومن هنا هم يسيطرون عليهم ويبيعون أصواتهم هو بكلمة أخرى لعبة انتخابوية. هذا بالنسبة للسياسيين المثقفون في فرنسا يجدون صعوبة كبيرة في فهم الظاهرة الإسلامية لأنهم لا يعرفون لأن هم الدين في فرنسا انتهى منذ 3 قرون ولذلك يعتبرون بأن المتدينون بصفة عامة هم ناس بسطاء ومسالمين إلى آخره في حين أن هذا غير صحيح لأنه نحن نعرف كيف استعمل الدين لاستعمال العنف ولقتل الأبرياء إلى آخره. إما أن تتهم بأنك معادي للإسلامية هم اخترعوا شيء آخر تتهم بأنك معادي للإسلام وفي الحقيقة أنت تعاديهم ولا تعادي الإسلام لأن الإسلام شيء آخر. On est quand même avec un dialogue un peu plus franc sur cet aspect-là des choses, à la fois le financement du terrorisme par des individus privés, soi-disant, mais aussi le financement de l'islam de France par des ONG caritatives comme Qatar Charity. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres sources de financement? C'est toujours, quand c'est clandestin, c'est toujours complexe à raconter. Je veux dire, il y a X formes, X moyens, je veux dire, de donner de l'argent à quelqu'un sans que ce soit légal. Bon. Est-ce que ça vient directement? Est-ce que ça passe par la Grande-Bretagne? Est-ce que ça passe par la Suisse? Écoutez, honnêtement, pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a un formidable appétit de puissance des dirigeants qataris qui veulent absolument qu'on parle d'eux. Et j'évoquais tout à l'heure une fable de La Fontaine que vous connaissez peut-être, sinon apprenez-la, et qui s'appelle La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et vous avez bien deviné qui est la grenouille et qui est le bœuf, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. Et le Qatar est rentré d'ailleurs, à ce point de vue-là, en compétition avec l'Arabie Saoudite. Mais d'une part, il n'en a pas les moyens. Et puis d'autre part, la diplomatie saoudienne est une diplomatie très réfléchie. Hein.